Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac de mécanique céleste. Nous ferons intervenir plusieurs chapitres de mécanique, à savoir la cinématique, les lois de Newton, ainsi que celui de la mécanique céleste, plus communément appelée satellite et loi de Kepler. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le menu. On verra d'abord des applications nettes et précises des 3 lois de Kepler avec un rappel de cours associé. Ensuite, on verra la méthodologie complète sur l'association de la seconde loi de Newton et de la cinématique dans le cas des mouvements circulaires. Ensuite, on utilisera nos résultats pour déterminer la masse d'un astre attracteur. Donc attention, ça c'est une méthode classique qu'il vous faut maîtriser avant le devoir, le bac blanc ou le bac à la fin. Enfin, vous verrez comment on peut remettre en cause un modèle de physique via des données mesurées sur le terrain. Pareil, ça c'est une chose importante, il faut être capable en fin de terminale de critiquer les hypothèses du modèle qu'on a mis en place et ainsi avoir un avis critique et scientifique sur le modèle qu'on a pu poser au départ. Merci à tous ceux qui like et se sont abonnés, la chaîne continue à progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. On se retrouve pour l'analyse de l'énoncé. Ici, l'exercice est un exercice sur 5 points. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, on est sur de la mécanique céleste. Donc, attention, c'est à vous d'avoir l'expérience pour pas être perdu devant le flot d'informations qu'on va vous donner. Vous retrouvez ici beaucoup de contenu scientifique destiné à situer l'expérience par rapport à où est-ce qu'on en est au niveau de la science. Mais beaucoup d'informations ne vous aideront pas à résoudre l'énoncé. Donc ça, c'est à vous d'avoir l'expérience nécessaire pour savoir quelle partie lire en diagonale et quelle partie où il faut être attentif. On va tout reprendre ensemble. Planète la plus proche du Soleil, Mercure est longtemps resté mal connu. En première approximation, sa trajectoire dans le référentiel héliocentrique peut être considérée comme circulaire. Ici, on vous donne une première information, puisque là, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo sur la mécanique. En première approximation, ça veut dire qu'on vous fixe les hypothèses de l'étude. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans ce cas-là, mais on va considérer qu'on l'est pour l'étude. On vous donne le référentiel, donc on sera dans le référentiel héliocentrique. On va se référer par rapport au centre du Soleil, hélio qui vient de hélios, donc le Soleil, et on vous dit que la trajectoire peut être considérée comme circulaire. Donc considérée comme circulaire, ça veut pas dire qu'elle est circulaire. On le verra tout à l'heure quand je vous expliquerai la différence entre les cercles et les ellipses, puisque du coup je vous ferai le complément de cours là-dessus, on verra exactement de quoi il en retourne. Toutefois, de toutes les planètes du système solaire, c'est celle qui possède l'orbite la plus excentrique. Sa distance au Soleil varie en effet de 0,31 UA à 0,47 UA. Ici, même chose, on vous donne donc du coup la distance au Soleil, qui varie entre 0,31 et 0,47 UA. UA, je le rappelle, c'est unité astronomique, c'est une unité qu'on utilise pour rendre les distances plus simples quand on est dans l'espace. On est du côté de l'infiniment grand par rapport aux grandeurs que vous aviez vues en secondes, et donc on a des unités qui nous permettent de parler des distances de manière plus simple qu'en kilomètres ou en mètres. La vitesse orbitale de Mercure vaut en moyenne 47 km par seconde, varie quant à elle entre les valeurs extrêmes de 39 km par seconde et 59 km par seconde. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'en première approximation, on avait considéré le mouvement comme circulaire. Vous avez vu dans le cours que quand on est dans le cas d'un mouvement circulaire, on arrive à démontrer que la vitesse est constante, et pourtant ici, on vous donne les valeurs extrêmes de la vitesse entre 39 et 59 km par seconde. Donc attention, l'énoncé confirme bien l'approximation d'une trajectoire circulaire, puisqu'en fait derrière, il avoue à demi-mot que la vitesse varie. Donc on n'est pas dans un mouvement circulaire en vrai. On va le poser pour pouvoir faire les calculs, mais attention, c'est pas la vérité. Ensuite, pour le deuxième paragraphe, c'est justement ce dont je vous parlais. Ici, on va situer scientifiquement les faits et les données de l'étude, mais ça ne nous aidera pas à résoudre l'exercice, donc on passe rapidement. Ce n'est que récemment, entre mars 2011 et avril 2015, que la sonde américaine Messenger, Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging. Salut Psy, permets-moi d'interrompre le show pour rectifier ton anglais assez moche. On dit Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging. Ah oui, carrément, on peut plus faire de l'anglais, enfin du franglais tranquillement dans son coin. Bon, bah, toutes mes excuses Julie, je ferai gaffe la prochaine fois. Allez, on reprend sur le sujet. A pu être satellisé autour de Mercure. En complément d'autres informations précieuses, la mission Messenger a permis de connaître avec précision la masse de cette planète qui ne possède aucun satellite naturel. Enfin, on vous présente le but de l'exercice. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement de Mercure autour du Soleil et le mouvement de Messenger autour de Mercure. Dans la première partie, on cherchera à déterminer la période de révolution
rotation de Mercure. Dans la seconde partie, on cherchera à préciser la trajectoire de Messenger. Ici, l'énoncé vous annonce le plan de l'exercice, donc c'est important pour votre construction au niveau de la logique de résolution de bien comprendre qu'on aura donc deux parties différentes où on étudiera deux choses différentes, donc attention au niveau des notations et au niveau de votre rédaction, il y aura certaines choses qui vont changer entre la première et la deuxième partie. Donc on est vigilant quand on changera de partie, de bien prendre en compte les changements que l'énoncé vous demandera. Ensuite, dans l'énoncé, vous trouvez les données. En particulier, vous avez le rayon de Mercure qui est donné en kilomètres. Attention, si on doit s'en servir, il faudra le passer en mètres, puisque le kilomètre, c'est pas l'unité du système international pour les longueurs. Ensuite, vous avez un complément sur l'unité astronomique dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. On vous donne l'équivalent de 1 UA en mètres. Et enfin, vous avez la constante universelle de gravitation, grand G, qui vous est fournie par l'énoncé. On attaque sur la partie 1 avec l'étude de la trajectoire de Mercure. Question 1. Énoncer la première loi de Kepler, dite loi des orbites, représenter sans souci d'échelle l'allure de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Le schéma fera apparaître la position du Soleil et le demi-grand axe de l'orbite. Allez, c'est parti pour la rédaction. La question demande d'énoncer la première loi de Kepler, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je coupe en deux pour pouvoir faire le schéma sur la droite. Dans le référentiel héliocentrique, les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. La première loi vous est donnée dans le cours de votre prof, dans le bouquin ou n'importe quelle autre source que vous pouvez trouver sur internet. Le but de la question ici, c'est juste de s'assurer que vous connaissez les notions basiques du cours. À part connaître la loi par cœur, j'ai rien de plus à vous conseiller. On passe tout de suite au schéma. On commence par représenter une ellipse, comme vous le savez, du coup il y aura deux foyers, F et F'. On va représenter le Soleil sur la position du F habituellement, et sur la trajectoire en forme d'ellipse qu'on a représentée, on va placer Mercure. Enfin, comme l'indique l'énoncé, il faut préciser le demi-grand axe, donc on le précise en dessous du schéma. Allez hop, pour la question 1, c'est plié. On revient sur l'énoncé avec la question 2. En vous appuyant sur le schéma réalisé et sur des informations tirées du texte introductif, montrez par un calcul simple que le demi-grand axe vaut 0,39 UA. Allez, pour la résolution, je vous ai isolé directement la phrase du texte qui parlait des distances entre Mercure et le Soleil. Dans le premier paragraphe, vous retrouverez « Sa distance au Soleil varie en effet de 0,31 UA à 0,47 UA ». J'ai détaillé ça tout à l'heure quand on a fait la lecture de l'énoncé. Il est important de bien analyser à quoi correspondent en fait ces deux longueurs qu'on vous a données. On va reprendre le schéma d'au-dessus, mais je vais le zoomer un peu pour que vous puissiez voir, et surtout je veux pas griffonner sur le schéma précédent. J'ai remplacé le demi-grand axe A par juste la notation A. Sur l'autre partie de l'ellipse, on a A qui apparaît aussi puisque c'est le demi-grand axe, donc en faisant A et A, vous retrouvez la longueur du grand axe. Ensuite, le 0,31 UA qu'on vous a donné, c'est la distance minimale, donc c'est ce qui correspond à la distance entre le Soleil et le côté gauche de l'ellipse. Puisqu'on a choisi le foyer de gauche, ça fait que la distance minimale sera obtenue entre le Soleil et cette partie-là. Ensuite, le 0,47 UA, lui, correspond à la distance maximale entre le Soleil et Mercure. Donc ici, vous reconnaissez le périhélie et l'aphélie qu'on vous a donné dans le cours. Avec, comme je le rappelle, le périhélie qui est le point le plus proche du Soleil et l'aphélie le point le plus éloigné. Bien sur le schéma que je vous ai représenté, on voit l'équation qu'on va pouvoir poser, c'est qu'en fait, la longueur de A correspond en fait à la somme de ces deux valeurs. Bien à partir d'ici, on va pouvoir poser l'équation et résoudre. Je vous déplace le schéma sur le côté et on va pouvoir rédiger ça. La distance de Mercure au Soleil varie entre 0,31 UA et 0,47 UA. On a donc 2A qui est égal à 0,31 plus 0,47 UA. Ici, on fait la somme et on divise par 2 et donc vous obtenez que A est bien égal à 0,39 UA. Et voilà pour la question 2. Allez, on arrive maintenant à la question 3. Énoncer la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs. Appliquer cette loi pour déterminer dans quelle partie de sa trajectoire Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde. Une justification claire pour laquelle le schéma pourra être complété est attendue. Passons tout de suite à la rédaction. On commence la résolution de cette question par énoncer proprement la deuxième loi de Kepler. Le rayon vecteur reliant le centre d'une planète au centre du Soleil balaye des aires égales pendant des durées égales. Pareil que la première loi de Kepler, ici, soit votre cours, soit le livre ou n'importe quelle autre source vous donnera l'énoncé de la loi.
Ensuite, pour la deuxième partie de la question, on doit déterminer dans quelle partie de sa trajectoire Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde. Pour ça, on va s'appuyer sur le schéma. Je récupère le Soleil au foyer de gauche ainsi que Mercure sur sa trajectoire. Je vous représente les rayons vecteurs prises dans des positions M1, M2, M3 et M4 comme on avait l'habitude de le faire dans le cours. Pour une visualisation plus simple, je vous représente les aires balayées par le rayon vecteur, donc je les ai notés A1, A2 et je vous ai précisé le sens de parcours de Mercure de sa trajectoire. Sur le schéma, il est important que vous compreniez qu'en fait, l'aire 1 et l'aire 2 sont censés être égales d'après la deuxième loi de Kepler. Pourtant, si on regarde les rayons vecteurs, qui sont en fait les segments S, M1, S, M2, SM3 et SM4, vous voyez clairement que les rayons de gauche sont beaucoup plus courts que les rayons de droite. De manière extrêmement grossière, si on modélisait ça par des triangles, on aurait des triangles isocèles en fait, donc je considère que le morceau de trajectoire serait la base pour chacune des aires. Vous auriez en fait des triangles isocèles, mais avec du coup une hauteur qui est beaucoup plus petite pour l'aire 1 quand Mercure est proche du Soleil que pour l'aire 2 quand on est loin du Soleil. Alors ici effectivement c'est pas des triangles, puisqu'à la base ici on a des arcs de cercle, mais en fait on va raisonner de la même façon en expliquant que puisque les rayons vecteurs sont plus grands à droite qu'à gauche, nécessairement les arcs de cercle sont plus courts. Nécessairement l'arc de cercle à droite est plus court que l'arc de cercle à gauche. Et on va en déduire le résultat pour la vitesse. Alors on va rédiger déjà cette partie-là et on réexpliquera pour la fin. D'après la deuxième loi de Kepler, pour une même durée ΔT, les aires balayées A1 et A2 sont égales. Cependant, les longueurs SM1 et SM2 sont inférieures aux longueurs SM3 et SM4. Donc c'est ce que je vous ai expliqué par rapport à la partie gauche et à la partie droite. Ainsi, nécessairement, on a que l'arc M1, M2 est plus grand que l'arc M3, M4. C'est ce que je vous ai expliqué avec l'analogie des aires de triangles isocèles. Donc je le redis ici, ce ne sont pas des triangles, d'accord, mais ça reste la même idée. Pour que vous conserviez des aires qui sont égales, il va falloir allonger l'arc pour compenser la diminution du rayon. Bien maintenant que j'ai obtenu l'inéquation pour les arcs de cercle, il me reste plus qu'à diviser par ΔT. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? Puisque vous avez fait une distance divisée par un temps, vous obtenez la vitesse. Je vais les noter V1 pour la vitesse de parcours entre M1 et M2 et V2 pour la vitesse de parcours entre M3 et M4. Et on obtient que V1 est donc strictement supérieur à V2. Ainsi, vous obtenez que Mercure atteint sa vitesse minimale lorsqu'elle est au point le plus éloigné du Soleil, c'est-à-dire l'aphélie. Et voilà pour la question 3. On revient maintenant à l'énoncé. La troisième loi de Kepler est souvent écrite sous la forme T carré sur A cube égale K, où la constante de Kepler, K, évoque le mot allemand constante. Décidément psy, ton accent allemand est encore pire que ton accent anglais, laisse-moi t'aider. On dit Constante. Vous m'excuserez pour l'accent allemand. Donnée constante de Kepler pour le système solaire, K égale, et donc on vous donne la valeur. Question 4, donnez la signification des grandeurs grand T et A pour Mercure. À l'aide des données utiles et de la troisième loi de Kepler, justifiez que cette planète parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Passons tout de suite à la rédaction. Alors, dans un premier temps, on vous demande de donner les significations des grandeurs grand T et A pour Mercure. On récupère les définitions qu'on vous a données dans le cours. La période de révolution grand T de Mercure est la durée nécessaire pour qu'elle accomplisse un tour complet autour du Soleil. Et pour A, le demi-grand axe A est la longueur du demi-grand axe de l'orbite elliptique de Mercure. La deuxième partie de la question vous demande de justifier que Mercure parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Et pour ça, on vous a précisé d'utiliser la troisième loi de Kepler. Bien, c'est parti. D'après la troisième loi de Kepler, appliquée au mouvement de Mercure, on a T carré sur A cube qui est égal à K. Si je passe le A cube de l'autre côté, ça nous donne que T carré est égal à K fois A cube. Concrètement, j'ai multiplié par A cube des deux côtés. Et pour obtenir T, il me reste à faire racine de K fois A cube. Pour obtenir une valeur, on fait l'application numérique. La valeur de K était donnée dans l'énoncé, 2,9 fois 10-19. Le A, on l'avait obtenu à la question 2, c'était 0,39 UA. On n'oublie pas de le convertir en mètres et pour ça on multiplie par 1,5 fois 10 puissance 11. On n'oublie pas d'élever A au cube et on pose notre racine carrée. On effectue ce calcul à la calculatrice et on trouve en respectant les chiffres significatifs 7,6 fois 10 puissance 6. Attention ici pour une période, ce sont des secondes. Arrivé à ce stade, on perd pas de vue la question de l'énoncé, il fallait comparer ça à des mois, et plus particulièrement, il fallait montrer que la période était d'un peu moins de 3 mois. Je vous ai récupéré la question. Alors, avec ce que je vois en cours particulier, on va faire un rappel sérieux sur les conversions des temps
Et on va faire tout le schéma ensemble, comme ça au moins vous serez tranquille sur tous les exercices de mécanique céleste. En bleu, je vous indique les différents coefficients pour descendre d'année en jour, puis en heure, puis en minute, puis en seconde. Et maintenant, en rose, je vous donne le chemin inverse en passant du coup les multipliés en divisé. Alors, on me l'a demandé plusieurs fois en cours particulier, pourquoi 365,25 ? Vous savez que tous les 4 ans, on a une année bissextile, dans laquelle on rajoute un jour dans l'année. Bien ça, c'est parce que la période de révolution de la Terre autour du Soleil, elle n'est pas de 365 jours. Elle est de 365,25. Donc chaque année, en fait, on perd un quart de journée qu'on va récupérer tous les 4 ans en rajoutant un jour au calendrier. Alors ici, on vous demande pas de convertir en année, mais au moins le rappel est fait pour les prochains exercices. On vous demande de le faire en mois. On peut considérer qu'un mois, c'est à peu près 30 jours. Donc au lieu de faire diviser par 365,25 à la fin, on fera simplement un divisé par 30. On peut maintenant faire la conversion en mois. On récupère la valeur exacte qu'on avait en secondes sur la calculette, donc 7,61961 fois 10 puissance 6. On divise donc par 30, par 24, par 60 et encore par 60 pour transformer nos secondes en mois. Donc je le rappelle, l'unité de t que vous aviez obtenue, c'était des secondes parce que vous avez appliqué une formule du cours dans laquelle toutes les grandeurs sont exprimées dans les unités du système international. K, vous avez été fourni par l'énoncé en unité du système international, le A, on l'avait transformé en mètres, et à la sortie, l'unité du système international pour les temps, ce sont les secondes. Grand T étant un temps, on obtient bien le résultat en secondes. On effectue ce calcul sur la calculatrice et votre calculatrice vous donne toujours avec deux chiffres significatifs la valeur de 2,9 mois. L'énoncé vous demandait de vérifier qu'on est un peu en dessous de 3 mois. Bien c'est ok, il n'y a plus qu'à conclure. La période de révolution grand T de Mercure est bien d'un peu moins de 3 mois. Et voilà pour la question 4. Allez, courage à tous, on arrive à la deuxième partie. Étude de la trajectoire de Messenger. Une fois satellisée autour de Mercure, la sonde Messenger a effectué ses orbites avec une période de révolution TS égale à 8 heures. Ici, on vous donne directement la période de révolution, donc attention, quand on était dans le cours, on avait à démontrer la valeur de TS. Ici, on est dans la deuxième partie de l'exercice, on est sur Messenger, on n'est plus sur Mercure. Et ici, Messenger, c'est un satellite artificiel. On est tout à fait capable de mesurer, nous, en tant que... On est tout à fait capable avec nos outils de mesure de mesurer cette période. Lors de son passage au plus près de la surface de la planète, à l'altitude h égale 200 km, la sonde possédait une accélération AS de valeur 3,15 mètres seconde moins 2. Ici, même chose, on vous donne l'altitude minimale h qui est égale à 200 km et on vous dit que l'accélération du satellite était de 3,15 mètres seconde moins 2. On supposera que cette accélération était uniquement due à l'attraction gravitationnelle de Mercure. Même chose ici, on vous donne encore, on supposera, donc ici il s'agit d'une hypothèse, que cette accélération était uniquement due à l'attraction gravitationnelle de Mercure. Donc on comptera que l'attraction gravitationnelle de Mercure, en force appliquée à Messenger. On rappelle l'expression de la force gravitationnelle exercée par un corps A de masse MA sur un corps B de masse MB. Donc là on retrouve l'énoncé de l'expression de la force que vous aviez dans le cours de première. Dans cette expression, le vecteur U est un vecteur unitaire orienté de B vers A, et R représente la distance entre les centres de masse des corps. Pour les questions suivantes, on pourra noter MS la masse de la sonde, grand M la masse de Mercure et Rm son rayon. Comme je vous l'avais annoncé dans la deuxième partie, on vous donne de nouvelles constantes à utiliser. La figure 1 représente la sonde Messenger symbolisée par son centre de masse S se déplaçant sur une portion de sa trajectoire à l'altitude h. Je vous affiche la suite de l'énoncé. Sur la figure 1 fournie par l'énoncé, on retrouve le schéma de Mercure. Attention ici, ce n'est pas l'orbite qui est représentée, mais c'est bien Mercure qui est représenté au centre. Vous avez le satellite Messenger ici modélisé par le point S avec une portion de sa trajectoire, le vecteur U qui est orienté vers le centre de Mercure, et on vous précise bien en dessous que les échelles ne sont pas respectées. On peut maintenant partir sur la question 5. Reproduire le schéma de la figure 1 pour le compléter en y faisant apparaître sans souci d'échelle les distances Rm, H et R, le vecteur force gravitationnelle exercée par Mercure sur la sonde noté F de M sur S, le vecteur vitesse Vs de la sonde, et enfin le vecteur accélération As de la sonde. C'est parti pour la rédaction. Pour la question 5, je vais utiliser plusieurs schémas pour que ce soit bien clair pour vous. On doit reproduire le schéma afin de le compléter. Alors, je récupère le schéma de l'énoncé et on va commencer par la première partie, c'était de représenter Rm, H et R. Rm, c'est le rayon de Mercure, donc je vous représente la longueur Rm à l'intérieur de Mercure, entre son centre et l'extérieur,
de Mercure. Ensuite, h, c'est censé être l'altitude du satellite, mais l'altitude d'un satellite, c'est mesuré à partir de la surface. Donc vous avez h qui est à l'extérieur de Mercure, qui va de la surface de Mercure jusqu'au morceau de trajectoire qui a été représenté dans l'énoncé. Enfin, r, c'est la distance du centre de Mercure jusqu'au centre de masse du satellite. Ensuite, l'énoncé vous demande de tracer f de m sur s. Attention, quand vous parlez d'attraction gravitationnelle, c'est forcément une force qui est attractive, c'est-à-dire, ici, pour le satellite, Mercure va attirer le satellite et donc va exercer une force qui va pousser le satellite vers Mercure. Vu qu'on est en orbite, le satellite va pas s'écraser, mais en attendant, Mercure attire le satellite. Donc votre force f de m sur s va avoir pour direction la droite qui passe par les centres des deux astres, et au niveau du sens, on va être dans le même sens que U, c'est-à-dire orienté de S vers le centre de Mercure, pour que la force soit bien attractive. Ensuite, l'énoncé nous demande de représenter VS. Sur la figure, on nous a fourni un morceau de la trajectoire, et on sait que pour un mobile en mouvement, d'après le chapitre de cinématique et des rappels de première, que la vitesse d'un mobile à un instant donné est tangente à sa trajectoire. En traçant la tangente à la trajectoire, on obtient la direction de VS. Alors attention au niveau du sens, on va orienter le vecteur VS vers le haut à gauche, puisqu'il faut que le sens de VS soit cohérent avec votre sens de la trajectoire. Vous pouvez pas flécher VS dans l'autre sens, puisque la trajectoire, on vous a dit qu'on tournait dans le sens trigonométrique. Bon bah donc la vitesse VS, quand on va la tracer tangente à la trajectoire, on va avoir un vecteur comme celui que je vous ai représenté, qui monte vers la gauche. Enfin, l'énoncé vous demande de représenter l'accélération du satellite notée AS. Ici, soit vous vous souvenez du cours, soit on va l'expliquer ensemble. La première chose, c'est qu'on vous a dit que la force de gravitation était la seule force qui s'exerçait sur Mercure, et via la deuxième loi de Newton, que je vous invite à retourner voir sur les vidéos précédentes, nous donne que l'accélération et la seule force sont forcément dans le même sens. Souvenez-vous de f de m sur s, on l'avait tracé qui partait de S vers le centre de Mercure. Les deux vecteurs auront le même sens, on va donc avoir AS qui est orienté de S vers le centre de Mercure. Et voilà pour la question 5. Nous voilà maintenant à la question 6, avec une question on ne peut plus classique. Énoncer la deuxième loi de Newton, puis l'appliquer au système Messenger dans le référentiel mercurocentrique considéré comme galiléen. En déduire l'expression du vecteur accélération AS de la sonde. C'est parti pour la rédaction. On va commencer par citer le cours en énonçant la seconde loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures s'appliquant sur un système de masse constante est égale au produit de la masse m du système et de son vecteur accélération. On note la somme des forces sigma des forces extérieures, qui est donc égale au produit de m et du vecteur accélération du système. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la question, qui consiste à appliquer la seconde loi de Newton au système Messenger. Je vous rappelle la méthode pour pouvoir appliquer la seconde loi de Newton. Il faut d'abord énoncer le système et le référentiel. Ici, ça a été fourni par l'énoncé, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, si l'énoncé le dit pas, c'est une mauvaise habitude de ne pas le mettre dans votre rédaction. Ensuite, on fera le bilan des forces, et enfin, on appliquera la seconde loi de Newton. On étudie le mouvement du système Messenger dans le référentiel mercurocentrique supposé galiléen. Messenger n'est soumis qu'à la force gravitationnelle exercée par Mercure, donc on a la somme des forces extérieures qui se résume en fait à la force gravitationnelle exercée par Mercure sur Messenger, qui est donc égale à l'expression qu'on vous a donnée dans l'énoncé qu'on adapte par rapport aux notations qu'on vous a données. Donc on obtient G grand M ms divisé par Rm plus H au carré, tout ça multiplié par le vecteur unitaire U qu'on vous a fourni dans l'énoncé. Maintenant qu'on a fait nos deux premières étapes, on peut appliquer la seconde loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ms fois le vecteur AS. On fait bien attention à appliquer les nouvelles notations. D'où on pose l'équation avec l'expression de la somme des forces extérieures qu'on a prouvée précédemment. On peut maintenant simplifier de part et d'autre le terme ms, et vous obtenez que le vecteur accélération du satellite a pour expression gm divisé par rm plus h au carré fois le vecteur u. Et voilà pour la question 6.
Allez, bravo à tous ceux qui sont encore là, et justement on va arriver aux questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire là pour la question 7 et 8. Donc allez, vous avez encore mes encouragements pour finir ce sujet avec moi. Question 7. À l'aide des données utiles, montrez que la valeur de l'accélération mesurée à l'altitude h permet d'attribuer à la planète Mercure une masse grand M égale à 3,29 × 10 puissance 23 kg. C'est parti, on va montrer qu'avec les données utiles, la masse est bien celle de l'énoncé. À la question 6, je rappelle qu'on avait établi l'expression du vecteur accélération. On va faire le point un peu sur toutes les grandeurs qui interviennent ici. D'après les données de l'énoncé, on avait G et RM qui étaient donnés tout au départ de l'énoncé. Et grâce aux valeurs de la partie 2 qui ont été relevées par les capteurs de Messenger, vous avez la valeur de AS et de H. Si on fait le point dans cette expression, je vous entoure en orange les valeurs qu'on connaît, bien la seule valeur qu'on ne connaît pas là-dedans, c'est la valeur de M. Et bien justement, c'est la valeur qu'on vous demande. Donc attention, on va pas se servir directement du vecteur, il va d'abord falloir passer par la valeur AS, donc on va juste enlever le vecteur U et la flèche au-dessus du vecteur AS. Et à partir du moment où on va pouvoir exprimer les valeurs, on va avoir à isoler le grand M. Et bien c'est parti pour la rédaction. D'après la question 6, on a l'expression du vecteur accélération du satellite qui est égal à Gm sur Rm plus H au carré fois le vecteur unitaire U, d'où en passant à la norme, j'enlève la flèche au-dessus de AS et j'enlève le vecteur unitaire U. Au pire, vous pouvez faire un calcul de norme, mais ici vraiment c'est enfoncer une porte ouverte. Comme je vous l'ai expliqué, on veut isoler M. Donc la première chose qu'on va faire, et ce que je conseille toujours en cours particulier parce que vous avez tendance à vous prendre les pieds dans le tapis à ces endroits-là, c'est de d'abord passer tout ça en ligne. Comme ça, après, vous pouvez isoler plus facilement la valeur que vous cherchez à trouver. Ici, on va passer le Rm plus H au carré à gauche. Je vais donc multiplier à gauche et à droite en fait par Rm plus H au carré. On obtient que Rm plus H au carré fois AS est égal à Gm, et vu qu'on veut obtenir la valeur de M, il nous reste plus qu'à diviser par G. Bien on obtient au final que l'expression de M c'est égal à Rm plus H au carré fois AS, tout ça divisé par grand G. On a obtenu l'expression littérale de grand M, il reste plus qu'à remplacer en faisant attention aux unités. Rm était donné par l'énoncé, on vous avait donné 2440 km, on convertit en mètres en multipliant par 10,3. L'altitude minimum du satellite c'était H 200 km, même chose, on le passe en mètres. On n'oublie pas le carré au-dessus de ces valeurs. Ensuite l'accélération était fournie par l'énoncé en mètres seconde moins 2, donc il n'y a rien à transformer ici, on peut mettre le 3,15. Et enfin G était donné en unité du système international, donc on n'a rien à modifier. Bien en faisant l'application sur la calculette, vous obtenez justement la valeur demandée par l'énoncé, 3,29 × 10 puissance 23 kg pour la masse de Mercure. Allez, bravo les courageux qui sont encore là, on arrive sur la fin et justement c'est pour la question 8 que je vous donnerai un petit détail supplémentaire sur les ellipses pour que vous compreniez bien quel est le problème de l'hypothèse de départ. Je vous en avais parlé au départ, mais dans la question 1, ça aurait pas été la bienvenue. Et là, du coup, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes motivé, tant mieux. Et on va pouvoir faire le petit complément. Allez, ces lois de la gravitation et du mouvement ont permis à Newton d'établir l'expression de la constante de Kepler pour tout corps de masse m orbitant autour d'un astre attracteur de masse grand M. Avec grand M qui est très supérieur à m puisque l'astre attracteur a une masse bien plus élevée que celui qui en orbite autour. Jusque-là, ça semble logique. On vous rappelle la valeur de K qui était dans le cours, c'était 4 pi carré sur Gm. Et pour la question 8, on vous demande, en appliquant la troisième loi de Kepler au mouvement de la sonde Messenger autour de Mercure, calculer la valeur du demi-grand axe A de son orbite. À l'aide de cette valeur, expliquez pourquoi la trajectoire de la sonde ne peut pas être considérée comme circulaire. Allez, on part pour la dernière rédaction. Pour la première partie de la question, on vous demande d'appliquer la troisième loi de Kepler pour trouver la valeur de A. On va appliquer la troisième loi de Kepler, et vu que la valeur de K, on vous l'a donné 4 pi carré sur Gm, cette fois elle n'est pas à démontrer, il nous restera à extraire A de cette équation pour pouvoir répondre à la question de l'énoncé. D'après la troisième loi de Kepler appliquée au mouvement de la sonde Messenger autour de Mercure, on a TS au carré sur A cube qui est égal à 4 pi carré sur Gm, puisqu'on vous a donné la valeur de K. Ici, je vous mets en bleu la valeur de A qu'il faut extraire et en vert le dénominateur de la partie de droite qu'on va passer à gauche. Concrètement ici, je multiplie par A cube et je multiplie par Gm.
Ça a pour effet de nous donner toute l'équation en ligne, donc en fait ça revient à faire un produit en croix, hein, d'accord? On obtient gm fois ts au carré qui est égal à 4pi carré fois a cube. On cherche toujours à isoler déjà dans un premier temps le a cube, donc on va diviser de part et d'autre par 4pi carré. On obtient que a cube c'est égal à gm ts au carré sur 4pi carré. J'en profite qu'on soit là pour faire un petit rappel sur les maths. Ceux qui n'ont pas spémat, c'est juste une définition, donc accrochez-vous. Les autres, ils n'ont pas beaucoup plus d'aide que ça dans le cours. Alors, la fonction racine de x, je vous fais un rappel, c'est x puissance 1/2. Vous avez que pour annuler la puissance cube, on va faire racine cubique. Vous avez en fait x puissance 1/3 pour annuler la puissance cube. Donc on va faire puissance 1/3 des deux côtés. Côté gauche, ça va avoir pour effet d'enlever le cube, et côté droit, il va nous rester un puissance 1/3. On peut généraliser ça à la racine énième, pour ceux qui ont fait maths expert, vous l'avez vu normalement avec les racines de l'unité pour les nombres complexes. La racine énième, c'est quand on fait puissance 1 sur n. On revient à notre rédaction, en faisant puissance 1/3 des deux côtés, on va obtenir a égale gm ts au carré sur 4pi carré, tout ça puissance 1/3. Il nous reste plus qu'à faire l'application en faisant bien attention de respecter toutes les unités. Pour G, c'est bon. Pour M, c'est bon. On a bien les unités du système international. Et attention, par contre, pour la période de révolution, l'énoncé vous a donné 8 heures, mais les heures, c'est pas l'unité du système international pour les temps. Donc, on multiplie bien par 60 fois 60 ou fois 3600 pour obtenir le résultat en secondes. On fait bien attention sur la calculette de bien mettre les parenthèses, le carré et à la fin finir par le puissance 1/3. Et l'application numérique nous donne que la valeur de A est de 7,73 fois 10 puissance 6 mètres. Allez, deuxième et dernière partie de cette 8e question, et après vous serez libérés. Expliquez pourquoi la trajectoire de la sonde ne peut pas être considérée comme circulaire. Alors, on va commencer par comparer les cercles et les ellipses dans les deux cas. Pour le cas de Mercure, donc en bleu, je vous ai représenté le cercle, et en rose, l'ellipse par rapport aux données de l'énoncé. Ici, vous avez S qui est le Soleil, P c'était le périhélie, et A la Phélie. On vous avait donné 0,31 UA comme distance minimale et 0,47 comme distance maximale. Je vous ai aussi représenté le cercle avec le rayon estimé constant, la valeur A qu'on avait dans la première partie, et vous voyez au niveau des figures que je vous ai représenté grâce à GeoGebra que votre cercle et votre ellipse, au final, c'est quasiment la même chose. Alors effectivement, le centre du cercle et le foyer de l'ellipse, ils sont pas au même endroit, mais au niveau de la trajectoire, vous retrouvez quelque chose de similaire. On va s'intéresser maintenant à Messenger. Messenger, on vous avait informé que l'altitude minimale de Messenger, c'était 200 km. Donc ça, en fait, ça correspond au périhélie de la trajectoire. Donc on avait 200 km. Et dans la première partie de la question 8 qu'on vient de faire, vous avez trouvé A, qui est de 7773. Si j'essaye de placer l'autre bout de l'ellipse, on est du coup extrêmement loin par rapport au périhélie qui est seulement de 200 km. De l'autre côté, vous aurez plus de 14 000 km. Bien, si on compare l'ellipse et le cercle dans le cas de Messenger, on se rend compte que du coup les deux figures, elles ont pas grand chose à voir. Et c'est ça qui fait tomber à l'eau l'hypothèse de l'orbite circulaire. Voilà, vous en savez un petit peu plus au niveau des ellipses. Je vous invite à aller essayer de jeter un œil sur le fichier GeoGebra que je vous mets en commentaire et description pour que vous voyez bien l'ampleur de l'erreur qu'on commet pour Messenger quand on fait l'hypothèse d'un mouvement circulaire. Allez, quoi qu'il en soit pour GeoGebra, que vous y alliez ou non, on va conclure cet exercice pour vous libérer. La valeur du demi-grand axe A est nettement plus grande que le rayon de l'orbite circulaire, donné par l'énoncé. On avait 7730 km pour A contre seulement 2640 km pour R quand vous faisiez RM plus H. Bien donc, la différence étant trop grande, la trajectoire de Messenger autour de Mercure ne peut donc pas être considérée comme circulaire. Et voilà qui conclut notre exercice. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Voilà, le sujet est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.